bienvenue dans la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Sylvain Maillard. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Romain Desarmes. Député Ensemble pour la République de Paris. Merci à vous d'être là. On va balayer évidemment toute l'actualité comme tous les matins et on va commencer par le conflit entre Israël et l'Iran. Israël qui attaque l'Iran, qui réplique. L'enjeu est l'existence même d'Israël et au-delà l'existence même du monde occidental. Est-ce que vous soutenez Israël ? Bien sûr, je soutiens Israël. L'Iran, c'est le régime depuis 1979 qui a organisé les différents proxys, fait en sorte de cultiver le terrorisme partout dans le monde. C'est eux qui ont inventé le terrorisme, en tout cas dans cette vague extraordinairement dangereuse et terrible que nous avons connue. Et donc, ils s'attaquent à l'Iran. Ils s'attaquent surtout à l'Iran parce que parce que l'Iran est en train de se doter de l'arme atomique. Le rapport de l'ONU nous le dit très clairement. C'est une question de quelques semaines. Et donc, il y a une prévention. On sait très bien que si l'Iran a l'arme atomique, ils bombardent, ils détruisent Israël. Est-ce qu'il faut empêcher à tout prix l'Iran d'obtenir la bombe ? Il faut empêcher à tout prix l'Iran d'obtenir la bombe. La France défendra Israël si Israël est attaqué. C'est bien sûr, le président de la République. Or, c'est le cas. Israël est attaqué. On doit s'engager. Pour l'instant, Israël ne nous en a pas fait la demande. Oui, je pense que là, pour le moment, Israël... Officiellement, en tout cas. Israël mène des opérations que vous relatez. On a des différentes thématiques. D'abord, c'est détruire les infrastructures nucléaires, de recherche, d'enrichissement. Ils pourront pas tout détruire. On sait qu'une partie est très enfouie. Il faudra des bombes spécifiques. A priori, il y a que les Américains qui ont ces bombes. Mais il faut faire en sorte que l'Iran n'ait absolument pas l'arme atomique. Si l'Iran a l'arme atomique, non seulement détruira Israël, mais ce qui est certain, c'est que la dissémination un peu partout dans le monde de l'arme atomique, ce sera notre futur dans les années qui viennent. Ça veut dire il faut absolument l'empêcher. Si l'Iran a la bombe, la France, l'Europe est en danger. Oui, parce que on se doute bien qu'à un moment, la bombe finira dans d'autres pays, peut-être plus proches de l'Europe. Nous changeons de galaxie si l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Et donc, il faut absolument faire en sorte que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire. Est-ce qu'on a mis un peu trop de temps en France à comprendre les vrais enjeux des tensions entre Israël et l'Iran ? Je crois que tout le monde sait ce que fait l'Iran. On est en négociation avec l'Iran depuis un certain nombre d'années, avec les Américains d'ailleurs, pour empêcher l'enrichissement. On s'aperçoit à travers l'ONU que ce n'est pas le cas, que l'enrichissement est non seulement fait à entre 60 et 90%, ce qui est contraire aux accords passés avec les Iraniens, mais en plus, c'est une question de semaines pour qu'ils puissent disposer de l'arme nucléaire. Et c'est d'autant plus dangereux que, comme on peut le constater, évidemment, c'est terrible pour les Israéliens, ils ont tout un arsenal de roquettes, de missiles extrêmement puissants qui nous permettent d'atteindre des distances jusqu'à, on pense, jusqu'à 4000 km. 4000 km, c'est la distance pour venir en Europe. Je vais vous parler également de Jean-Luc Mélenchon. Certains soufflent sur les braises de l'antisémitisme. Jérôme Guedj a dit que Jean-Luc Mélenchon était un salopard antisémite. Est-ce que vous acquiescez ? Il est courageux, Jérôme Guedj. Jérôme Guedj, c'est un particulier, c'est un député socialiste, il n'est pas de mon groupe. Je le combats sur beaucoup de thématiques, mais il est courageux parce que non seulement il a travaillé, lui, longtemps aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, il l'a connu au moment où pour lui, la République était plus important que le communautarisme. C'était il y a quelques années. Et Jean-Luc Mélenchon en a fait une cible. En le traitant de sioniste, en le traitant en permanence, en le ciblant. Et surtout, aux dernières élections, en faisant en sorte qu'il ne soit pas candidat sur le rassemblement avec LFI. Et donc, Jérôme Guedj dit tout simplement la vérité, sa vérité, qui, je crois, malheureusement, est la vérité. C'est-à-dire qu'une partie des cadres de LFI ont basculé dans un antisémitisme. Je dis une partie des cadres, et je crois que Jean-Luc Mélenchon, très clairement, a basculé dans un antisémitisme. Le PS, le Parti socialiste, devrait plus soutenir Jérôme Guedj, devrait se démélenchoniser. Ils ont tellement peur, bien sûr, mais ils ont tellement peur de ne pas pouvoir gagner aux élections si LFI est contre eux. C'est une angoisse existentielle. Mais oui, je crois que, d'ailleurs, dans le dernières élections internes, où c'était du 50-50 en réalité, il y a une partie qui est très clairement veut se détacher de LFI en disant c'est pas notre ADN, c'est pas ce que nous sommes. Et puis une autre partie qui a qu'une peur, c'est de perdre aux prochaines élections parce que LFI serait contre eux.
Donc c'est une attitude pour garder leur poste de député. Une partie d'entre eux. Une partie d'entre eux. Je voudrais vous faire écouter cette interview de Jean-Luc Mélenchon qui parlait du régime iranien en 2012. Il évoque l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Jean-Luc Mélenchon en 2012. Ce n'est pas acceptable. Mais d'un autre côté, il faut aussi entendre quelque chose. Ce qu'a dit Monsieur Ahmadinejad n'est pas acceptable. C'est la première fois qu'on voit un pays, pourtant il y en a des pays qui sont en tension entre eux, et certains armés de l'arme nucléaire, comme c'est le cas pour le Pakistan et l'Inde. Mais à aucun moment le Pakistan ou l'Inde ne se sont armés en disant j'ai l'intention de détruire mon voisin. Là, c'est la première fois qu'on voit un pays dire si on a une bombe, on ira taper sur Israël. Ça, personne ne peut accepter une chose pareille que sur le plan international, quelqu'un décide qu'il va détruire et à coup de bombe atomique son voisin. Qui plus est, comme nous sommes dans le sens du vent, ça serait pas une bonne nouvelle pour nous. Donc, le régime iranien pose une question importante à la civilisation humaine. Moi, j'ai pas peur de le dire. Un régime théocratique est toujours un danger pour le reste de l'humanité. Partout où l'on met des religieux au pouvoir, il faut s'attendre à des abominations. Eh bien, voici que l'Iran confirme que c'est abominable de mettre des religieux au pouvoir. Voyez pourquoi il faut se méfier de n'en jamais laisser arriver. Sylvain Maillard, pourquoi est-ce qu'il a tant changé, Jean-Luc Mélenchon? Ça, c'était en 2012, il défendait Israël. On pourrait reprendre ces mots en disant voilà, c'est une vérité absolue. Pourquoi il a changé? Parce que il fait une addition comptable pour pouvoir être élu et faire des députés, en se disant que l'antisémitisme est finalement un carburant électoral extrêmement fort. Auprès de qui? Auprès d'un électorat de gauche. Il y a toujours eu un antisémitisme de gauche qui a toujours existé depuis le 19e siècle, qui a perduré. Et puis, il cible une communauté musulmane en espérant, en se disant, peut-être parce qu'il imagine culturellement antisémite, et puis surtout, je pense qu'il s'acoquine un peu trop tout LFI avec l'islam politique. Quand on voit ce que fait Rima Hassan, on voit bien que c'est de l'islam politique en réalité, sous couvert de défendre les Palestiniens, en faisant des croisières, tout en sachant très bien que si elle accostait, vous imaginez Rima Hassan, si elle avait accosté à Gaza, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Qu'est-ce qui lui serait arrivé quand elle serait arrivée dans les mains du Hamas? Donc évidemment, on voit bien que derrière, il y a une idée tout simple de flatter probablement un antisémitisme imaginaire, communautaire. Il préfère défendre ça plutôt que défendre les ouvriers. C'était la tradition de la gauche, c'est plus sa tradition. Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, invité de la grande interview CNews Europe 1 ce matin. On va parler des violences. La France est régulièrement frappée par des actes violents commis par des individus de plus en plus jeunes. Bruno Retailleau, sans nier les responsabilités de la droite d'ailleurs, dit que c'est mai 68 qui a créé des barbares. En clair, on a laissé aller et plus personne ne veut exercer l'autorité. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez dû lire l'interview de Bruno Retailleau dans le JDD. Il faut rapidement resserrer la vis. Moi, ce qui me gêne toujours, c'est quand on dit... quand il y a des vraies difficultés, et c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté à l'heure actuelle, on peut pas le nier, mais quand on prend une généralité, c'est-à-dire dire, voyez, c'est mai 68, c'est l'État, c'est la faute. En fait, quand on dit ça, ça veut dire qu'en fait, c'est la faute de personne. Qu'est-ce qui se passe très concrètement? Oui, on a des difficultés. Par exemple, moi, je dis, il en parle dans son interview. Il faut le dire. On a un problème dans la famille. Les familles, c'est la boîte noire de la politique française. C'est-à-dire qu'on crée plein de politiques tout autour. Par contre, de ce qui se passe dans la famille, on n'a pas d'en parler. Oui, on a des familles de plus en plus fragiles. Oui, on a des familles monoparentales où c'est plus compliqué. Mais il y a plein de femmes ou d'hommes qui élèvent leurs enfants et ça se passe très bien, y compris quand ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et puis, il y en a d'autres où il y a un laisser-aller, un lâcher. Il y a plein de raisons aussi qui m'expliquent. Évidemment, on va parler des réseaux sociaux. Très bien dans certaines familles monoparentales, ça veut dire que ça peut très bien se passer. Donc, c'est pas une excuse. Non, parfois on l'excuse. Ce n'est pas une excuse. On dit, oui, l'enfant est devenu délinquant parce que ceux qui sont parents et qui nous écoutent savent que c'est pas forcément un long fleuve tranquille d'élever ses enfants, d'élever des adolescents, ça peut être très compliqué. Évidemment. Et les caractères sont très différents des uns des autres. Mais après, il y a une façon de se comporter. Et oui, c'est difficile d'élever des enfants et qu'il faut accompagner. Mais en même temps, il faut que les parents fassent leur travail. À côté de ça, l'État doit être là pour aider, pour suppléer, pour accompagner quand c'est difficile. Mais je n'aime pas, moi, quand on prend des grandes généralités, parce que au fond, une fois que l'interview est passée, qu'est-ce qui va se passer? Pas grand-chose en réalité. Par exemple, il évoque, Bruno Retailleau, l'article 227-17 du Code pénal qui sanctionne les manquements graves en matière d'éducation parentale. Il faut l'appliquer, cet accord? Cet article?
Il faut regarder où en sont les parents. Il y a des parents qui sont mais en clair, est-ce qu'il faut aller chercher les parents et leur dire et leur mettre le nez sur leurs responsabilités, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il faut les obliger à payer? Moi, j'ai toujours entendu qu'il fallait obliger les parents à payer, que les parents étaient responsables de ce que faisaient leurs enfants. Or, les parents réparent jamais. L'individu qui a cassé l'abribus à Paris, il le réparera pas. Il le paiera pas. Moi, je suis toujours favorable au fait que quand il y a une sanction, on a cassé, il y a une sanction. Et vous avez raison. Là, vous prenez l'exemple de l'abribus ou la dégradation plus importante, que les parents payent. Ça, c'est la moindre des choses. C'est ce qui devrait se passer. Là-dessus, pas de souci. Je constate que quand même les juges prononcent des peines, cherchent à éduquer, accompagnent. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il faut que nous on donne plus de moyens? Certainement. Les juges prononcent des peines qui sont toujours très légères en réalité. Mais en fait, ils veulent bien faire. Moi, je suis pas d'accord. En fait, ils prononcent des peines. Et je dois rester assez neutre en tant que député, mais ils prononcent des peines, quand vous regardez, assez dures. Le problème, c'est que l'exécution des peines, dans la réalité, ce qui se passe, est souvent beaucoup plus léger. Comment on peut accompagner? Comme les travaux d'intérêt généraux, par exemple. C'est super, ça. C'est-à-dire que vous prenez l'exemple de l'abribus. Il casse l'abribus, il le répare, il accompagne. Il va en laver d'autres. Sauf que personne, ou il en lave d'autres. Sauf que les maires, très peu accompagnent, personne ne veut s'en occuper parce que c'est compliqué à faire. C'est-à-dire que dans la mise en place de ce qui a été prononcé par les juges, nous avons des difficultés. C'est là où il faut qu'on nous progressions. Parce qu'il faut que la sanction soit forte, mais elle soit surtout tout de suite, Romain Desarbres. Une sanction très très forte, 2 ans après, n'a plus d'intérêt. Il faut que les sanctions, vous cassez l'abribus, le lendemain, il faut que vous le répariez. Pour reprendre l'exemple des violences après le Paris Saint-Germain, on a suivi les comparutions immédiates. Il y avait des individus qui avaient tiré au mortier sur les policiers. Ils sont ressortis libres. J'entends ce que vous dites, je connais pas le détail des uns des autres. C'est très difficile, et je vais le dire aux policiers parce que moi je suis très admiratif. Oui. C'est très difficile de constituer un dossier et d'être devant la justice et de porter devant la justice quand vous êtes dans une manifestation, identifier parfaitement la personne qui a fait ceci, cela. C'est pour ça que je suis favorable à la reconnaissance faciale. Il faut que nous changions de braquet, il nous faut plus de vidéosurveillance, la reconnaissance faciale, de faire en sorte que ceux qui fautent soient sanctionnés. Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, invité de la grande interview. Je vais vous entendre sur les retraites. Demain, c'est la fin du conclave sur les retraites. Qu'est-ce que vous en espérez? Faut absolument pas revenir à 62 ans. Abemous retraite. Donc du coup demain. Écoutez, moi c'est très clair. On l'a porté. J'étais responsable de texte de Renaissance quand nous avons porté la réforme des retraites. On peut tirer la couverture dans le sens que l'on veut. Il nous faut collectivement travailler plus. Nous travaillons moins que nos voisins. Nous avons une démographie qui est pas positive du tout. Nous aurons de plus en plus de difficultés. Si on veut garder le même niveau de pension, il nous faut travailler plus. Donc moi, j'entends les aménagements que vont proposer les uns et les autres. On va regarder. D'ailleurs, on va les voter probablement pour une partie d'entre eux. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le sens de l'histoire, c'est de travailler plus longtemps. Nous, ce qu'on propose, c'est la mise en place d'une partie de capitalisation pour permettre d'améliorer les retraites, mais aussi d'individualiser les retraites. Je pense que chacun d'entre nous et tous vos auditeurs, tous les téléspectateurs qui écoutent, en fait, ont envie de choisir l'âge auquel ils vont partir à la retraite, et que ça, c'est un moyen, c'est ce qu'on portait avant avec la réforme à points, mais que c'est certain que pour une répartition qui serait la base, le socle de ce qui vous permet de vivre quand vous êtes à la retraite, il nous faut travailler un peu plus. Donc toutes les fantaisies des 62 ans, 60 ans, nous n'en avons plus les moyens. Nous n'en avons plus les moyens. C'est terrible. Il faudra aller au-delà de 64 ans. Mais moi, je ne sais pas comment on portera au-delà de 64 ans. C'est pour ça que je prône la capitalisation. On l'a fait, on en a parlé encore la semaine dernière avec Gérald Darmanin, est venu dans le 9e arrondissement. On a pu en parler parce que à un moment, c'est un tabou. On le voit très bien. Si nous voulons individualiser les retraites et de faire en sorte que chacun puisse partir au moment où il a envie de partir, il nous faut de la capitalisation. Gérald Darmanin qui propose par exemple de réduire de 18 à 9 mois l'indemnisation du chômage pour mettre extrêmement au travail. Mais oui, on peut pas en même temps dire. Moi j'entends les gens dire il y a trop d'étrangers en France. Il y a trop d'étrangers en France. Mais attendez. Il y a plein de travaux en France. S'il n'y avait pas les étrangers, qui les ferait? Qui ferait les vendanges? Qui s'occuperait de nos hôpitaux? Qui ferait le BTP? Mais à un moment, et à côté de ça, je vais vous donner juste un exemple, Romain Desarbres. Est-ce que vous avez une seconde? Un exemple. À Paris, à l'heure actuelle, je suis député de Paris. À Paris, on a 3000 offres d'emploi. Vous regardez à Pôle emploi, de recherche de serveurs. On a 8000 à côté CV de serveurs. Ça matche pas.
voyez bien qu'à un moment, il y a un problème. Il n'y a plus un saisonnier en France qui fait 2 saisons. Stéphane Manigold, donc, que vous connaissez probablement, bien sûr, qui représente les restaurateurs. Stéphane Manigold a raison. Il faut mettre au travail ceux qui alternent entre période de chômage et... on ne peut pas dire qu'on veut moins d'immigration de travail. Mais et à côté de ça, il dit qu'il n'y a pas besoin d'immigration. Collectivement, ceux qui sont en France, les Français et ceux qui ne sont pas Français, qui sont en France, ne travaillent pas plus. Il dit qu'il n'y a pas besoin d'immigration supplémentaire. Il dit qu'il faut mettre au travail ceux qui alternent entre période de chômage et période de travail. C'est ça que dit Stéphane Manigold. Moi, je pense qu'il faut toujours une immigration. Je pense que l'immigration, c'est important, c'est le dynamisme de notre économie. Mais je l'entends dire qu'à un moment, ceux qui disent, bah oui, nous on veut moins d'immigration, il faut absolument que ceux qui sont en France travaillent plus, et on ne peut pas continuer à avoir un chômage endémique alors qu'il y a des places, pas partout, mais il y a du travail. Sylvain Maillard, vous êtes le président du groupe d'amitié France-Chine. Vous y entamez samedi un voyage avec la présidente de l'Assemblée nationale pour y mener des négociations avec Pékin. Quel est l'enjeu de ce voyage en Chine ? On voit bien qu'avec ce qui se passe aux États-Unis, les difficultés qu'on a avec Donald Trump, il faut retrouver un équilibre. Il faut que l'Europe et singulièrement la France soient au centre de cet équilibre. On a des difficultés commerciales. Vous le savez, sur le cognac et l'Armagnac, on est en négociation avec eux. J'espère qu'il y aura des avancées lors de ce voyage pour pouvoir faire. C'est la Charente et la Charente-Maritime, c'est 70 000 personnes qui vivent du cognac. Il faut que nous les aidions. Beaucoup de votre déplacement. Et donc on y va dessus. On a un autre sujet. Vous en parlez régulièrement dans vos émissions, c'est les terres rares. À l'heure actuelle, si nous ne bougeons pas, probablement nos usines, comme Stellantis, seront à l'arrêt au mois de juillet. Pourquoi les terres rares ? C'est la base qui construit on construit avec ça les aimants dans les boîtes de vitesse. Et donc, ça veut dire que nos usines peuvent être mises à l'arrêt. Il faut que la Chine nous aide, fasse en sorte d'accorder des licences pour exporter des terres rares. Nous en avons besoin et c'est aussi ça que nous allons négocier la semaine prochaine. Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, était l'invité de la grande interview CNews Europe 1. Merci à vous, Sylvain Maillard. Bonne journée, à bientôt. Merci, Sylvain.